Bonjour à tous et bienvenue dans le dojo. Petite introduction vite fait pour vous expliquer qui je suis et qu'est-ce qu'est le dojo. Donc moi, ça va faire maintenant plus de 10 ans, hein. Je suis sorti en 2015 de formation en cinéma d'animation et j'ai travaillé du coup dans la série. Ça va faire 3 ans que j'ai bossé dedans. Ensuite, dans le jeu vidéo, je suis passé lead animateur, donc j'ai fait du recrutement. J'ai pu travailler sur 7 projets de jeux différents, 3 en série télé, et ça fait 4 ans en fait que j'enseigne aussi dans différentes écoles. J'ai pu en faire 15. Et là où mon profil est intéressant, c'est que j'ai pu travailler autant donc dans le monde du cinéma d'animation que du jeu vidéo mobile. Et en plus de ça, moi, en temps de crise, parce qu'il y a eu d'autres crises avant celle qu'on traverse là, j'ai toujours pu aussi avoir d'autres boulots à côté parce que je m'étais mis freelance pour faire de l'animation 3D, mais aussi en tant qu'infographiste. Donc j'ai fait de l'illustration, j'ai fait du concept art, de l'interface utilisateur. Donc voilà, ça c'est une force et du coup toute cette expérience-là, j'utilise pour aider en recherche d'emploi dans différentes écoles. Et du coup, le dojo, il est vraiment là pour aider ceux qui veulent travailler en tant qu'animateur 3D dans le domaine du jeu vidéo et du cinéma d'animation, grâce en fait à différents travaux qui permettent du coup de montrer que vous êtes capable de travailler sur ces deux types de production-là. Et à côté de ça, on développe aussi un profil technique donc qui vous permettra de travailler sur Unreal Engine directement pour montrer que vous savez intégrer votre travail. Donc c'est un aspect technique qui est encore peu enseigné en école, mais qui permet vraiment de faire la différence. On va bien sûr développer tout ce qui est acting, lip sync et style d'animation un peu plus cartoon. Encore une fois, pour vous maximiser le nombre d'opportunités et vous serez aussi initié au rig pour pouvoir montrer encore une fois que vous pouvez être un réel atout dans un studio de jeux vidéo, mais aussi dans des studios beaucoup plus indés qui cherchent justement des profils généralistes. Donc avec ça, au moins, on vous ouvre les portes au maximum d'opportunités, ce qui fait qu'en tant que de crise, avec vos connaissances aussi, vu qu'on va avoir de la mocap, vous pourrez aussi toucher à de la VR, à tout ce qui est jeu mobile, publicité et toute chose qui demande aussi du mouvement hyper réaliste. Vous pouvez même aller dans du VFX. Bref, donc il y a de quoi faire. Et nous, notre fonctionnement, on est en général sur 3 niveaux de feedback. Donc, vous pouvez poser vos questions sur Discord avec un lien SceneSketch. Donc, c'est comme ça que ça se passe dans les reviews qu'on fait aussi maintenant tous les vendredis là, auxquels vous pouvez bien sûr participer durant tout le mois de janvier. Donc, c'est des reviews de groupe hein, où on peut être, ça dure en général 2 heures au moins la review et on est en général 10 élèves. Et après, il y a aussi le coaching individuel qui permet aussi donc de faire des sessions où là, on est vraiment one-on-one pour travailler sur vos exercices, où on va vraiment saisir Maya et comprendre qu'est-ce que vous avez bien fait, qu'est-ce que vous avez mal fait. Voilà, donc ça après, c'est une formule à part, le coaching individuel, vous pourrez le voir après. Dans tous les cas, nous, comme j'ai dit, on axe sur 6 projets de démo reel. Donc il y a plein d'autres exercices d'entraînement et il y a les exercices de démo reel. Vous avez aussi une licence Autodesk qui vous permet d'avoir donc 1 an de Maya, de Motion Builder et de 3ds Max pour toujours dans cette logique vous ouvrir les portes au maximum de studios. Si on vous demande de vous entraîner sur 3ds Max, vous pourrez le faire. Si vous voulez vous entraîner sur Motion Builder, vous aurez aussi la possibilité. Nous, en tout cas, on a des modules là qui vont sortir aussi pour ces logiciels-là. Et la force aussi du dojo, c'est qu'on vous accompagne dans votre recherche d'emploi. On ne vous donne pas non uniquement l'aspect technique, on vous permet de travailler aussi vos compétences sociales et business pour apprendre vraiment à aller démarcher des clients, donc des studios, mais vous pouvez aussi voir, vu que moi j'étais freelance, vous verrez comment on peut aussi trouver de l'emploi en tant que freelance, même à l'international, qui peut être des fois bien mieux payé qu'en restant en France. Et on voit aussi tout le process de CV, mail de motivation, bref, voilà. Et tout est à chaque fois fourni, vous avez juste à animer, on vous fournit le rig, les décors, les références vidéo, vous avez même voilà des rappels pour réviser, vous avez des fichiers PDF, voilà. Et si vous êtes curieux, de toute façon sur le site, vous aurez des témoignages de nos élèves qui voilà, eux, la plupart des gens qu'on a accompagnés au dojo, voilà à peu près les types de de studios dans lesquels ils ont pu bosser. Donc vous voyez, il y a autant de la série, tas de production, que du jeu vidéo, de la motion capture avec Mocap Lab, du réaliste, du cartoon. Bref, c'est très riche. Et vous pourrez même aller dans le Discord. De toute façon, vous verrez tous nos élèves là qui ont un nom rouge.
vous pouvez aller voir dans la section nos disciples, hein, c'est des disciples du dojo. Donc vous pourrez aller directement les MP pour échanger avec eux pour savoir comment ça se passe. On va maintenant voir les grosses erreurs fréquentes que l'on retrouve dans les démo reels des étudiants qui les empêchent à l'heure actuelle de trouver un emploi. Donc même un junior qui est sorti d'école, au bout d'un an, il y a des erreurs, que vous soyez chez les Gobelins, que chez Alesma ou dans les plus grandes écoles comme Rubika, il y a toujours des erreurs fréquentes qui vous bloquent. Donc on va voir comment les éradiquer pour enfin trouver un emploi en animation 3D. Les autres, je vais partager mon écran, comme ça vous verrez où déposer vos liens. Pam, ça va se passer donc ici, vous avez ouvrir la discussion à côté du chat vocal et ça vous ouvrira cette fenêtre où vous allez pouvoir déposer vos liens SceneSketch. Donc ouais, là l'objectif ça va être d'expliquer un peu déjà les problèmes récurrents pour poser un peu les bases. On va parler un peu des problèmes récurrents qu'on voit un peu dans la plupart des reviews que j'ai faites. Et on va voir du coup si après, moi, en observant vos démo reels, vos travaux, on retrouve ces mêmes problèmes et comment un peu du coup les améliorer, quoi. Comme ça, derrière, vous aurez des billes pour non seulement un peu mieux axer vos efforts et votre énergie en fonction de votre objectif, parce que tout cela en tant qu'animateur 3D, vous n'êtes peut-être pas en train de viser le même secteur entre jeux vidéo et cinéma d'animation. Donc ça va être ça, et globalement, vous verrez un peu voilà comment ça se passe un système de review au dojo. Alors, dans tous les cas, si vous avez des questions, vous pouvez intervenir à l'oral, hein, vous n'êtes pas obligé de passer à tout prix par l'écrit, il n'y a aucun problème avec ça. Les gros soucis qui revenaient souvent, c'était déjà, ça paraît tout bête, hein, mais l'éclairage dans les shots. Souvent, il y avait en fait un problème de contraste, un problème de mise en lumière qui faisait que, par exemple, vous aviez des personnages qui ne sont pas bien lisibles sur leur shot. Donc ça, c'est un peu dommage. Vous cassez la tête à faire un beau mouvement et derrière, on le voit pas bien. Et ça, je l'ai vu sur plus d'une vingtaine de SceneSketch qu'on m'avait partagé. Et pourtant, ça venait des plus grandes écoles, Gobelin, l'ESMA et ce genre de choses. Donc ça, faut vraiment faire gaffe à ça, sinon en fait, on apprécie 50% de votre shot, quoi. C'est comme si vous-même vous auto-sabotez. Ensuite, quand vous faites de l'acting, il y en a beaucoup qui ne réfléchissent pas assez au texte et au sous-texte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Là, par exemple pour le côté light, hein, imaginons je dois faire un acting où mon perso, voilà, il doit parler face à l'écran et il y a cette partie du visage qui est dans l'ombre. Vous perdez en lisibilité pour le spectateur et pour le recruteur derrière, lui, il perd le détail alors que vous, ce que vous vouliez, c'est vraiment mettre en avant vos détails faciaux quand vous allez animer. Ensuite, donc, le deuxième problème, comme je disais, c'est le texte et le sous-texte en acting. Par exemple, je vais qu'est-ce que je peux dire? Ok, la personne va parler. Je vais être comme ça, je vais dire ouais, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Donc ça, c'est le texte, c'est ce que je viens de dire. Ouais, c'est vrai, ouais, t'as raison. Mais le sous-texte, c'est ce que moi je pense dans ma tête pendant que je fais l'acting, pendant que je suis en train de parler avec la personne. Et en gros, ce que je suis en train de me dire dans ma tête, c'est qu'est-ce que ça me saoule cette situation, qu'est-ce que cette personne-là, elle est inintéressante, qu'est-ce que j'ai envie juste qu'on change de sujet ou alors de me barrer de la pièce. Et ça, du coup, quand le sous-texte est clair et que le contexte, vous arrivez à le faire comprendre rapidement, que là, la personne est en train de parler avec quelqu'un en face de lui, peut-être que en fonction du décor, en fonction de ce que porte comme vêtement la personne, on va comprendre peut-être que c'est un entretien, peut-être que c'est justement au contraire quelqu'un qui a un arrêt de bus et qui est en train de parler avec une personne âgée, en fait, voilà, que ça fait des années qu'elle n'a pas parlé. Bref, donc ça, c'est souvent des aspects qui sont zappés. Et derrière, en fait, votre acting manque de profondeur parce que vous n'avez pas réfléchi à tous ces aspects-là. Pourquoi cette personne est là? À qui elle s'adresse? À quoi elle est en train de penser pendant qu'elle dit cette phrase-là? Et ça va vous permettre de faire des pauses, du coup, qui seront beaucoup plus intéressantes. Parce que vous allez vraiment vous dire, OK, est-ce que là, à l'heure actuelle, mes intentions, on arrive à les lire avec mes pauses? Est-ce qu'on comprend que là, cette personne, en fait, elle en a vraiment marre, elle est saoulée? Ensuite, souvent, les problèmes de body mécanique, c'est qu'il n'y a pas une analyse
de référence en profondeur. Et quand je dis en profondeur, c'est vraiment en profondeur. Ceux qui bossent au dojo avec nous là, je peux vous dire de toute façon que vous le verrez, hein, ceux qui ont un bandeau, qui ont un nom rouge, ils bossent au dojo, et je peux vous dire que quand on fait de l'analyse en profondeur, c'est vraiment en profondeur. Donc je vais vous montrer un exemple. Allez, par exemple le penalty, ou même non, un qui était plus relou. Allez, voilà, le Spider-Man. Pam, 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 pam. Donc déjà, ce genre de mouvement, on va venir aller regarder les moindres petits arcs que va faire le personnage. On va aller check les amortis, à quelle vitesse le perso en fait va poser ses deux mains. Là déjà, les deux mains en fait ont une frame de différence au niveau des placements. Celle-là, elle arrive beaucoup plus tôt que celle-là. On va regarder le torse, comment lui se place. Est-ce qu'il, pareil, il a, en termes de timing spacing, il va arriver avant le bassin. Et là, pour le coup, non, lui, il arrive après le bassin. Est-ce que la tête aussi, au niveau du spacing, elle bouge énormément ou pas par rapport aux mains? Tout ça, en fait, si vous n'y faites pas gaffe, ça va faire que vos animations sont totalement saccadées et que derrière, on perd en détail. Là, vous allez voir une différence entre, hop, le début d'un shot. Donc, on était au tout début. Donc, il y a aussi l'aspect mise en scène, où là, il faut bien réfléchir à comment vous voulez mettre en avant votre mouvement. Et donc là, ça, c'est la dernière étape où on en est. Où là, on a bien le perso qui est sur la ligne des tiers. Et ça, pareil, ça, là, tout ce que vous voyez là, il y a eu de la référence. Il y a même Benjamin qui est dessus, il s'est filmé aussi pour bien comprendre le mouvement. Et qui dit bien comprendre le mouvement, veut dire aussi des fois voir le mouvement sous plusieurs angles de vue. Et là, après, ça, ce que vous voyez là, ça demande une technique, ça paraît anodin comme ça. Mais la plupart des gens qui feraient ce shot-là, ils auraient Spider-Man qui, pour avancer ici, va en fait le faire avec deux axes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous voulez faire avancer votre personnage en profondeur, si vous n'avez pas bien configuré votre rig et le world, par exemple, vous allez devoir sur votre graph editor, pour gérer la vitesse à laquelle Spider-Man va avancer vers Hulk, vous allez à chaque fois jongler avec deux axes. Et ça, c'est juste pas possible. Vous allez ramer, et si on vous demande des retakes, ça va prendre un temps de malade. Donc là aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'utilisation du rig. Comment vous configurez déjà de base en fait vos scènes, parce que vous pouvez très bien avoir votre world qui est placé à tel endroit pour cette scène, pour bien orienter Spider-Man, et le cut d'avant, le world peut être totalement ailleurs, parce que justement c'est un cut. Donc vous pouvez avoir la liberté de placer comme il faut votre personnage, tant que dans l'angle de vue, ça fonctionne, et vous avez le minimum d'axes avec lequel vous allez jouer. Donc on parle aussi de rotation, on parle de translation. Tu as ton world, ok? Ton world ici, on va dessiner. Alors j'ai pas exactement les couleurs de Maya, mais c'est pas grave. Paf, tu as ton axe Z. Là, allez, on va garder le vert pour la hauteur, donc l'axe Y. Et ici, tu as ton axe X, X, Y. Je suis bien en jaune, ouais, et Z. Ici, si on veut que Spider-Man n'avance que dans un sens, il va falloir déjà orienter le world en direction de Hulk, vu que là, c'est vers Hulk que Spider-Man doit avancer. Et donc, de base, si le world est orienté ici, quand vous allez avoir Spider-Man qui avance, il suivra par défaut la direction du world. Or, si vous avez mis votre world n'importe comment, imaginons Hulk, il est ici. Voilà, exactement. Si Hulk, il est ici,
et que vous avez mis votre Word, enfin, vous l'avez pas bougé, ben, à chaque fois, il faudra composer avec 2 axes pour avancer dans cette direction. Et c'est chiant, en fait. Ça vous demande 2 fois plus de boulot. Donc, faut vraiment, dès le départ, bien réfléchir à votre layout, à comment vous utilisez votre rig. Donc voilà, là, parfait. Benjamin vous a mis des exemples. Mais ça, c'est super important. Donc la caméra, pareil, il y en a beaucoup qui avaient tendance à faire des personnages en fait qui ne jouent pas assez avec la profondeur. C'est souvent des choses qui vont se faire du gauche-droite, ok, ça c'est intéressant, mais il n'y a pas des choses qui vont venir vers nous pour exploiter vraiment le fait qu'on est en 3D. C'est pour ça que ça, je voulais montrer cet exemple-là, parce que là, on voit bien l'exploitation de la profondeur. Pam, avec Spider-Man qui revient vers nous pour s'éloigner. Et de nouveau ici, là, il est proche de nous, il avance, et bam, là, il y a la caméra qui suit. Tout ça, ça va dynamiser votre shot. Alors là, après, on est sur un shot d'action. Donc forcément, il y a un peu plus de mouvement pour accompagner, de mouvement de la caméra, je veux dire, pour accompagner le geste. Mais on peut avoir des fois des mouvements beaucoup plus simples. Là, par exemple, voilà, avec la voiture. Voilà, on a la caméra qui accompagne la voiture dans son virage. C'est pas un mouvement de fou, mais au moins, on joue avec le fait que, voilà, la voiture vient vers nous quand même. Et même ici, la caméra avance aussi. Elle n'est pas tout à fait fixe. C'est pas un simple pan. Et c'est ces petits trucs-là qui vont vous permettre de dynamiser petit à petit votre shot et le rendre attrayant et divertissant. C'est ça qu'il faut pas oublier quand vous animez, c'est qu'il faut que ça soit intéressant pour un spectateur. C'est pour cela qu'en général, il faut se mettre en contexte de production. Il y en a trop qui veulent partir de leurs propres idées et commencer à animer. Moi, ce que je vous conseille, c'est toujours d'essayer de partir d'une animatique. Donc, par exemple, Storyboard, Ladybug, si vous voulez faire de la série, vous avez ici toute une playlist sur YouTube avec l'animatique de Ladybug. Il y en a plein, plein, plein. Et donc, il suffit de récupérer l'animatique et commencer à animer à partir de l'animatique. Vous avez le son, vous avez déjà un storyboarder professionnel qui est venu déjà réfléchir au cadrage et faire une mise en scène en fait qu'on attend pour de la série. Et là, au moins, vous travaillez en conditions de production. Si en plus vous voulez vraiment vous mettre en vraie production, vous mettez une limite de temps. Et là, on sera impeccable. Si vous voulez pour du jeu vidéo, il faut choisir une DA déjà existante et créer des packs d'animes qui pourraient être pour l'univers du jeu. Mais n'essayez pas d'inventer un truc sans contexte. Il faut toujours un contexte pour que vous montrez que vous êtes capable de travailler pour une production. Ensuite, toujours avoir une checklist avant de livrer un Playblast. Donc, c'est-à-dire, même pour un test d'entrée, nous, c'est ce qu'on fait au dojo. Hein. On va avoir, par exemple, pour une checklist pour tout ce qui est body mécanique. Après, quand les élèves vont se mettre à l'acting, ils auront aussi une checklist pour tout ce qui est acting, parce qu'il y a des steps à respecter. Et si vous les oubliez, vous pouvez vous retrouver en fait avec un gros nœud de mauvais choix qui se sont enchaînés derrière. Et ça peut se retrouver déjà rien que sur votre graph editor avec les clés qui vont être mal gérées. Donc, essayez toujours. Vous pouvez très bien le faire vous-même en fait. Comment vous faites ça? C'est-à-dire, vous avez déjà fait des animations. Si vous êtes là, c'est que vous avez déjà fait des animations. Donc, tout simplement, posez-vous la question, ok, quelles sont les erreurs que je ne dois plus refaire? Et vous notez. Vous notez après la solution à laquelle vous avez réfléchi pour ne plus faire cette erreur-là et vous le notez dans une checklist. Et du coup, à chaque fois, quand vous allez avancer, vous allez dire, ok, est-ce que ça, je me suis bien assuré de ne pas le refaire? Parce que votre cerveau, il va pas tout le temps tout retenir. C'est pour ça qu'il faut avoir une checklist. Et moi, les élèves, je leur dis, imprimez la checklist. Il faut qu'elle soit à côté du mur de votre bureau. Comme ça, vous l'oubliez pas.
Ensuite, essayez de toujours aussi, dans votre démo reel, ça aussi on va le voir avec vous, hein, garder une cohérence de présentation dans votre démo reel. Ne passez pas d'un truc où, là pareil, je vais vous montrer des exemples concrets. Pam. Parce que ça aussi, c'était vraiment dommage. Ça a gâché tout. Voilà. Là, on a un exemple parfait. Là, on a un shot où il y a eu un effort de mise en scène, il y a eu un décor, nickel. Mais d'un coup, on passe à ça. Et encore pire, à ça. Et là, ça casse tout. Parce que juste avant, vous avez fait des efforts, et là, en fait, ce qu'on va se dire, c'est OK, la personne a eu la flemme, quoi. Elle nous a juste balancé un playblast comme ça, sorti de Maya. Il y a encore la grille. Il y a encore le nom de la caméra, Front Z. Des fois, il y en a qui laissent aussi la résolution. Et c'est dommage, quoi. Il y a même encore les les contrôleurs du rig, quoi. Et c'est trop bête, mais ça gâche tout, quoi. Ça laisse une mauvaise impression de votre part. On se dit, OK, cette personne, c'est une flemmarde, quoi. Elle va pas au bout des choses. Elle commence une bonne présentation, mais le reste, elle a la flemme, quoi. Alors que derrière, il y a quand même un bandeau qui a été rajouté sur un logiciel de montage pour quand même expliquer ce qu'on voit. Donc pourquoi faire cet effort pour le montage, mais pas pour le playblast et le reste? Et ça tue tout. Je vous assure, ça tue vraiment tout. Donc faites gaffe à ça. Évitez aussi l'effet exercice et donc soyez plus pro dans vos propositions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Essayez toujours de raconter quelque chose. Là, pareil, on a, OK, un coup de pied. Mais si on n'a pas le contexte là, si on n'a pas la vidéo derrière, on comprend pas ce que fait le personnage. On se dit juste, OK, c'est quelqu'un qui a fait un exo pour apprendre la motion capture. Mais c'est pas un truc professionnel, c'est pas quelque chose qui est exploitable. Et encore une fois, là, ce qu'il faudrait, c'est par exemple, vous n'êtes pas obligé d'animer un personnage, mais ça peut être au moins, hop là, on va le redessiner, un punching ball qui encaisse les coups. Comme ça, on se dit, OK, et là, on rajoute un petit décor de dojo ou un truc comme ça, un tatami, pour faire comprendre que la personne est en mode, OK, je m'entraîne. Et là, déjà, il y a un petit contexte, c'est déjà plus sympa. C'est ce qui a été fait ici. Le personnage, c'est la waitress, elle est dans un bar, super. Et là, il s'avère qu'elle a envie d'aller aux toilettes. Il y a une narration. C'est pas juste un simple exercice basique pour s'entraîner à l'animation. Et d'un coup, vous paraissez beaucoup plus professionnel. Donc faites bien attention à ça. Prenez des notes, hein. Et on va voir si ça se ressent là dans les démos reels que je vais voir. Si on n'a pas ou peu de savoir-faire en modélisation, on peut juste faire des formes simples et les animer au minimum pour le décor. Ça dépend si tu veux une interaction avec le décor. Il n'y a rien qui oblige de faire l'interaction avec le décor. Après, là, on a un bon exemple, hein, justement, comment dire, avec ce qu'avait partagé Kylian. Pam, pam, pam. Il s'est pas cassé la tête, hein, et ça fonctionne. Mais c'est l'habillage avec la lumière qui va rendre ça plus intéressant. Tu vois, il a fait des couteaux basiques, et encore, et même là, de toute façon, toi, normalement, tu n'auras pas d'excuses, Thibaut, parce que dans la leçon, comme ça, je te spoil un peu, tu as par exemple, pam, 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 avec l'exercice de l'épée, voilà, import d'accessoires 3D. Où là, je te montre où trouver des assets, je montre comment je mets un casque à Spider-Man, comment je lui trouve une épée, et j'ai rien eu à modéliser. Tout est fait sur place, en récupérant des assets. Et là, par exemple, Kylian, c'est ce qu'il a fait, tu vois, il n'avait pas trouvé de bouffon vert, mais il a pris Deadpool, il l'a customisé. Et en vrai, ça passe, hein. Ça fait en mode un peu bouffon vert avec la petite capuche derrière. Et il pourrait même trouver un objet qui se rapproche sur Internet du planeur du bouffon vert, quoi. C'est pas grave si c'est pas exactement le planeur du bouffon vert. Et là, par exemple, la grenade, il a juste fait une petite bouboule orange, quoi. Et ça suffit. Pam.
Après, bon, lui, il allait jusqu'à faire le FX comme ça. Là, je lui ai dit, voilà, de retravailler un peu la direction artistique là-dessus, parce que ça fait un peu bizarre d'avoir ça et ça, c'est pas dans le même style. Mais voilà, tu peux très bien, sans avoir des grandes skills en modélisation, déjà très bien habiller ton décor. Ou alors, comme ce qu'on a vu là, tu prends une image toute prête, quoi. Ça, c'est pas un rendu qu'a fait la personne, hein. Et si on fait en plus du rig, comment le montrer dans la démo? Alors, là, c'est là où je vais montrer la démo reel de Matisse. Voilà comment tu montres. Et avec ça, ben lui, il a eu son job au studio Camélia, qui était un petit studio indé de jeux vidéo. Mais parce que quand ils ont vu quelqu'un qui savait faire de la mocap, du rig et de l'animation, ben ils ont sauté sur l'occasion, quoi. C'est des profils tellement rares. Non, là, pour le coup, il avait été clair avec eux, hein, que là, il avait utilisé un autorig. Mais après, l'autorig, il savait le personnaliser. Par exemple, l'autorig ne te permet pas automatiquement de faire les cheveux ou des trucs comme ça. C'est des trucs qu'il a dû rajouter aussi petit à petit. Mais pour du jeu vidéo, on va pas te demander d'être un crack du rig facial, par exemple. Par contre, si tu veux aller chez MacGuff, là, oui, on veut que tu sois un crack du rig. Il faut que tu saches faire que du rig et on va te prendre que pour du rig. On va pas te prendre parce que tu sais faire du rig et de l'animation. Parce que plus la structure va être grande, plus ta tâche va être très précise parce que vous êtes des centaines. Studio indépendant, en gros, quand on veut dire studio indé, généralement, on parle de ça par rapport à la taille du studio. C'est-à-dire qu'ils sont à peu près, studio indé, tu peux compter 20 personnes maximum, quoi. Est-ce qu'il faut montrer tout en Playblast, mais un peu texturé avec un peu de lumière, ou montrer parfois des rendus, en partant du principe qu'il est optimal pour la lisibilité du shot? Alors, moi, quand je parle de rendu, en tout cas au dojo, jamais, mais je dis bien au grand jamais, on va faire un truc en précalculé. C'est que du temps réel. Exemple concret, valoriser son anime grâce au lighting, ouais, c'est plutôt voilà, cas pratique et Playblast professionnel. Ça, par exemple, c'est pas du précalculé, c'est du temps réel. Et vous voyez que bah, c'est super. Et ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Ou alors, est-ce que moi j'ai ma vieille démorille de l'époque? Voilà, ça. Ça, c'est un fond et un sol sur lequel j'ai plaqué une texture. Et après, j'ai géré des lights. Voilà. Et vous voyez que ça passe, hein. Mais il n'y a rien de fou, quoi. C'est des aplats de couleurs, c'est des trucs que j'ai trouvés sur Internet et que j'ai utilisés. J'ai une question. Ouais. Quand on fait une animation de body mécanique, comme ça, c'est mieux de préférence de choisir un personnage, qui n'a pas de visage quand on sait qu'on ne va pas, animer le facial? Moi, je conseillerais toujours quand même de faire un peu de facial quand même dessus, si tu peux. D'accord, OK. Ça rajoute toujours un petit truc. Ça rajoute toujours un truc et c'est pas coûteux vu que c'est pour de la body mécanique. C'est juste une petite expression, quoi. Genre, il serait en mode comme ça. Si on faisait le joueur de foot, il serait en mode. Et quand il reçoit, pam, il ferme la bouche. Et après, de nouveau, il est concentré. Oh. Tu vois, c'est 3 pauses. Il y a rien de fou. Mais au moins, ça rajoute un petit truc. D'accord, d'accord. En gros, peut-on mélanger ou on doit garder une cohérence tout au long? Bah, la cohérence, c'est ce que je vais montrer avec Matisse.
Shot en temps réel, avec un petit décor. Là, il est venu mettre un aplat de couleurs. Mais vous voyez, juste le simple fait de changer de couleur d'un shot à l'autre, ça marche. Mais les décors sont vraiment simples. Donc voilà. Là, tu as des astuces pour facilement présenter ta démo reel sans que ça soit coûteux, sans faire des temps de rendu à 8h, 10h ou toute la soirée, quoi. Tu m'étonnerais tous passer par là, ça c'est clair. Et encore, de nos jours maintenant, Play Blast est rapide, mais à l'époque, ça mettait un temps aussi de malade. Pour ce qui est des cartons début et fin, il est recommandé de mettre les coordonnées mail, tail, pour éviter de perdre trop de temps. Ça dépend. Ça dépend. Parce que si vraiment on veut dire perdre le moins de temps, si tu veux optimiser, c'est mieux de le mettre dans le mail ou en dessous en description de la vidéo, parce qu'au moins la personne elle fait juste une sélection, clic droit, copier. Alors que là, sinon tu lui demandes d'écrire. Donc tu vois, techniquement, ça prend plus de temps au recruteur de copier quelque chose, enfin d'écrire ce qu'il y a écrit à l'écran, plutôt que simplement faire un cliquer, glisser, copier, coller, quoi. Ah, ça, je pourrais t'en trouver, ouais. Sans problème. Mais en vrai, hein, jamais regardez, là, la démo reel de Mathis, j'ai pas mis la musique et elle fonctionnait, hein. C'est rare, hein, qu'on regarde avec la musique, hein. Parce que souvent, en plus, les musiques sont pas ouf. Ça dérange plus qu'autre chose. Ce que j'avais dit aussi, parce qu'il y en avait qui disaient, ouais, mais les offres d'emploi, il y en a de moins en moins. C'est parce que les offres d'emploi reprennent petit à petit, mais ce n'est pas forcément par le vecteur des sites d'annonces.